J'ai le plaisir de vous présenter un certain nombre de débatteurs, il ne s'agit pas de conférences, de débatteurs qui ont tous bien voulu participer sans problème, on n'a pas eu de problème pour cette table ronde, à un débat autour de l'itinéraire du mangeur d'aujourd'hui. Vous savez que nous avons mangé depuis toujours, c'est un acte obligé. D'abord, il a fallu trouver sa subsistance, c'était la première démarche. Aujourd'hui, on est écrasé par la profusion. On est aussi écrasé par les lanceurs d'alerte, par tout ce que l'avenir nous promet de désagréable, notamment en termes de santé. Nous mangeons désormais non plus avec notre bouche et notre estomac, mais nous mangeons avec notre tête. On réfléchit parfois trop, bien ou mal. Ce n'est pas un reproche, mais c'est un constat. Et donc, on est un petit peu perturbé, perplexe. On ne sait pas trop vers où il faut aller. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que, d'une part, Sabrina Debusca, qui est une journaliste freelance qui s'intéresse à la santé, c'est bien ça, mais qui a un parcours de mangeuse originale, vienne un petit peu nous parler de ce problème. Que Virginie Woolf, qui est une sociologue, c'est que les sociologues, c'est des gens qui examinent le comportement des individus pour essayer d'en tirer des théories, vraies ou fausses, peu importe, c'est comme les économistes. Mais c'est intéressant d'avoir son point de vue parce qu'elle se passionne justement pour un style particulier de choix alimentaire, en l'occurrence les régimes sans gluten. Gilles Davot, lui, est un auteur, mais aussi auteur aujourd'hui, mais qui a d'abord été un restaurateur et aujourd'hui un formateur pour essayer de découvrir une alimentation différente, une alimentation qu'on peut qualifier d'alternative ou de transitionnelle, mélangeant davantage les végétaux, ce qu'on appelle parfois le flexitarisme, je suppose, ça ressemble un peu à ça. Sans l'injonction morale qu'il y a derrière le mot flexitarisme. Sans injonction morale, très bien, moi j'aime bien ça. Et puis Jean-Michel de Serves, qui est professeur de nutrition à l'Institut Pasteur de Lille, qui est un vieux routier de la nutrition, que j'adore parce qu'il a une vision tolérante de la nutrition, mais aussi une vision savante de la nutrition. C'est-à-dire quand il parle, il sait de quoi il parle. Mais il sait aussi que la nutrition, telle qu'on la pratique, moi aussi depuis très longtemps, il sait aussi qu'il y a des vérités qui sont fluctuantes, qu'elles changent au fil des années, non pas comme ça au doigt mouillé, comme on nous l'a dit tout à l'heure, mais sur la base d'études qui sont évidemment extrêmement difficiles à mener dans ce domaine. Alors, je vais commencer, si vous êtes d'accord, par Sabrina Debusca. Donc, comme je le disais, les régimes sans quoi? Sans rien? Sans gluten, sans lait, je crois, sans viande, enfin... Le jeûne, quel a été votre itinéraire? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette notion de régime particulier? Comment est-ce que vous êtes enfoncé, entre guillemets, dans une démarche originale et difficile? Donc moi, bonjour à tous, je vais vous parler de l'orthorexie. L'orthorexie qui est un phénomène alimentaire émergent qui n'est pas classifié comme une pathologie, donc ce n'est pas une maladie, mais c'est une obsession pour le manger sain. Moi, je l'ai développé parce que j'ai la particularité d'être journaliste santé, donc d'être exposée à de très nombreuses lectures santé et donc de fait des lectures contradictoires, des études contradictoires, comme on vient de l'entendre tout à l'heure, des choses sur lesquelles la science évolue et donc sur lesquelles l'être humain qui vit et mange aujourd'hui doit se décider par lui-même. Moi, j'ai les outils scientifiques pour savoir lire une étude ou pas, et pourtant, je suis tombée dans ce qu'on appelle l'orthorexie durant une année, et j'ai hésité pendant quelques temps à en témoigner parce qu'en tant que journaliste santé, on pourrait avoir honte en fait de ça. Et finalement, je l'ai fait parce qu'en fait, ça arrive à de plus en plus de personnes qui se préoccupent justement de manger sain et qui tombent dans une obsession du manger sain qui devient malsaine. Et cette orthorexie, moi je l'analyse, moi j'étais une mini-orthorexique parce que j'en suis rapidement sortie, ça n'a pas eu de conséquences graves sur ma vie, mais il y a des gens en fait aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas ou peut-être que vous en avez dans votre entourage, qui par envie de manger sain, par peur de toutes ces pollutions un petit peu invisibles, ces pesticides, toutes ces choses-là, c'est une réaction à la malbouffe. On parle, le sujet de ces 2 journées, c'est la malbouffe. Et bien pour moi, l'orthorexie, c'est une réaction contemporaine, tout aussi extrême, à la malbouffe, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que face à cette malbouffe, on essaye de supprimer petit à petit un maximum d'aliments en pensant se préserver. Et malheureusement, dans l'alimentation, trop de privation entraîne généralement des carences ou des déséquilibres. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, je suis devenue donc végétarienne, puis végétalienne, puis frugivore, puis crudivore. Et ça n'a rien à voir avec ces régimes alimentaires-là qui, très bien pratiqués, peuvent être très bien vécus. Mais moi, en l'occurrence, je le faisais parce que j'avais peur d'être exposée à tout cela, et parce que j'étais dans une obsession de la pureté.
Voilà. Et on est de plus en plus nombreux à être dans cette obsession-là. Et moi, le message que j'essaye de faire passer, c'est tout simplement qu'on peut arriver à manger très bien, à manger sain, avec des habitudes simples, qui ne nous obligent pas, comme l'orthorexique, à passer notre journée, à penser notre alimentation, à la calculer, et en fait à ce que notre identité ne finisse par tourner qu'autour de ce que nous sommes et ce que nous mangeons. C'est hyper important ce qu'on mange, évidemment. Moi, je suis journaliste santé, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, je suis au tout bio, enfin, je fais attention à tout. Mais j'ai compris que ce n'était pas obligatoirement quelque chose de compliqué de bien manger. Or, l'orthorexique a tendance à faire une fixette qui complique énormément les choses. Voilà, donc du coup, je vous avais préparé des schémas. Tout ce qui suit est absolument subjectif, pas du tout issu d'études de longues années. C'est issu de ma connaissance personnelle de l'orthorexie et de mon observation longue de personnes orthorexiques. Donc moi, j'en retiens plusieurs choses. C'est que l'orthorexie, si elle est apparue aujourd'hui, c'est aussi à cause d'une chose qui a énormément changé la donne en santé, c'est l'accès à Internet et l'accès à énormément de données, parfois contradictoires, souvent difficiles à analyser et parfois fausses. Et du coup, face à cet ensemble de données et face à d'autres choses comme donc cette explosion des maladies que nous ne maîtrisons pas, que nous voyons dans notre entourage, tous ces cancers, etc. Donc c'est des peurs, c'est des anxiétés, des choses qui sont réelles et qui sont fondées, qui mélangées avec les scandales alimentaires, etc., etc., et donc l'accès aux médias en ligne et aux médias santé entraîne donc une angoisse, une prise de conscience face à cette malbouffe. Et donc cette angoisse entraîne chez beaucoup d'entre nous une envie de reprendre la main. Et cette envie de reprendre la main, elle nous amène à multiplier les lectures santé, à s'intéresser à ce sujet-là. Et plus on s'y intéresse, et plus on a envie donc de bien faire. Et donc on commence à s'imposer des règles qui peuvent, dans le cas de l'orthorexique, prendre une tournure malsaine, une tournure obsessionnelle. Bien manger, manger bio, etc. C'est ok, très bien. Mais si on passe sa journée, c'est ça la différence entre l'orthorexique et une personne qui est dans une recherche du manger sain, c'est que l'orthorexique, en fait, va passer sa journée à ne penser qu'à ce qu'il va manger, va se priver de tout écart, ce qu'il va appeler un écart, déjà c'est assez significatif, c'est-à-dire va se priver de vie sociale pour ne pas faire un repas avec des amis, puisqu'il estime que ce repas, s'il y a des pesticides dedans, il n'en veut pas. Bon, et donc toute cette identité tourne autour de ça. Ce sont aussi des gens, j'ai vu moi des couples divorcés se séparer parce qu'un des conjoints se met à faire des fixettes alimentaires comme ça et qu'au bout d'un moment, pour l'autre, ce n'est plus vivable, mais au point de divorcer. Donc voilà, ce sont des choses qui ont des conséquences. Et pour moi, l'orthorexie, donc une fois qu'on a cette envie de bien faire, il y a 3 voies. Il y a la voie paranoïaque, donc la voie orthorexique, qui n'est pas tenable tout simplement parce qu'on est des êtres humains. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup dans mon métier du sain, du manger sain, et c'est évident que c'est important. En revanche, il y a l'esprit et le corps. Si on ne pense qu'au corps et que l'esprit est enfermé dans une pensée tournée uniquement sur l'obsession alimentaire, ça en devient pas très bon. Et il y a 2 autres voies également. Il y a des gens qui sont un peu dans un juste milieu, c'est-à-dire qu'ils vont manger bio, toujours cuisiner chez eux tous les soirs, super, mais qui vont pas pour autant se scandaliser si on les invite dans un salon de thé et qu'ils vont manger un gâteau plein de sucre non bio. Voilà. Ça, c'est la différence. Et ensuite, il y a aussi d'autres personnes qui tombent totalement, qui versent dans la malbouffe parce qu'ils abandonnent face à toutes ces injonctions santé qui sont déjà importantes et ensuite contradictoires. Donc pour moi, en fait, l'obsession orthorexique, finalement, ça serait un peu la transformation de l'alimentation en religion, mais en religion extrême. Et comme dans toutes les religions extrêmes, sont souvent les derniers arrivés, les nouveaux croyants, qui sont les plus extrêmes, qui veulent appliquer les dogmes de manière extrême, et ça mène à cette orthorexie. Et donc si vous avez ensuite des proches, on va passer au second schéma, sur ce qui entretient l'orthorexie. C'est-à-dire que donc quand même, quand on est orthorexique, au final, ça nous complique beaucoup la vie. Donc ce sont des maladies, bon, c'est pas classifié comme pathologie, parce qu'effectivement, ça n'en est pas une. Souvent, c'est un état transitoire,
Dans mon cas, ça a duré 1 année. Souvent, ce que j'observe chez les gens, je ne crois pas qu'il y ait d'études à ce sujet, mais c'est assez transitoire. Ce n'est pas un état qui dure très très longtemps, tout simplement parce que physiquement et mentalement, c'est difficilement tenable. C'est très dur de s'imposer des règles comme ça pendant longtemps. Moi, ma limite a été la suivante. Je suis sportive, je n'arrivais plus à faire de muscles. Bon, je voyais bien que j'étais faible. Mais donc j'avais un mode de vie qui faisait que j'étais à l'hôtel. J'étais pas tout le temps chez moi, je bougeais beaucoup, comme pour venir vous voir aujourd'hui. Et donc devenir frugivore quand on est à l'hôtel, c'est très compliqué. Et moi j'essayais de calculer mes apports, mais ça devenait d'une complexité telle que j'ai développé en fait tout simplement beaucoup de carences, que je perdais mes cheveux par poignée, mais je ne voulais toujours pas le voir. J'étais persuadée que c'était par exemple ce qu'on appelle la détox, puisqu'il se trouve que cette religion orthorexique alimentaire, qui a diverses chapelles, eh bien cette religion a ses adeptes, a ses clans, notamment sur Internet, qui, en dépit de toute preuve scientifique ou de voilà, bon, il y a le bon sens, d'accord, très bien, il y a les études sous influence sous influence de lobbying, etc., très bien, j'en suis consciente en tant que journaliste, mais il y a aussi des fois des choses qu'on peut apprendre et développer par soi-même quand on voit que ça marche pas. Bon voilà, moi je suis devenue frugivore, j'ai perdu mes cheveux par poignée, donc j'ai envie de vous dire, presque peu importe ce que dit la science là-dessus, en tout cas moi ça ne me convenait pas. Eh bien, étant orthorexique, je ne voyais pas cet état de fait. Il a fallu que mon compagnon, à plusieurs reprises, me montre les poignées de cheveux dans la douche pour me dire qu'il y avait visiblement un problème. Donc l'orthorexique, c'est ça. C'est une complication des relations avec les proches parce qu'on est dans une obsession du manger sain, qu'on a l'impression de détenir un savoir que les autres ne détiennent pas, qu'on a une impression de supériorité. Oui, mais toi, tu me dis ça, mais tu ne connais pas tout ça, tu n'as pas compris, mange ton McDo et laisse-moi. Alors qu'en fait, finalement, la malbouffe, ok, lutter contre la malbouffe, ok, mais tomber dans un autre extrême, à nouveau, c'est pas forcément une bonne chose. Et donc, si vous avez des personnes orthorexiques dans votre entourage, vous pourrez également remarquer qu'il y a plusieurs choses qui entretiennent ce phénomène-là. Donc ça, c'est des points peut-être sur lesquels on peut axer la lutte contre l'orthorexie, ou si vous avez des personnes concernées, c'est l'appartenance à une communauté. C'est donc que c'est devenu une religion avec ses chapelles alimentaires, et donc on va se retrouver entre nous sur Internet. Moi, c'était mon cas. J'avais comme ça des communautés où on se renforçait les uns les autres. Ah oui, mais si tu perds tes cheveux, c'est normal. Tu verras, dans 6 mois, ça ira beaucoup mieux. L'orthorexique attend un nirvana corporel qui ne viendra jamais, malheureusement, et qui peut même se terminer très mal pour certaines personnes. J'ai croisé encore, le week-end dernier, j'étais en Corse, une personne qui s'est impliquée dans la santé, qui étant jeune était orthorexique frugivore, comme je l'ai été, mais elle a persisté durant 10 ans. Et bien aujourd'hui, elle est diabétique, parce qu'avec trop de fructose, voilà, donc elle a développé un diabète, et elle le regrette amèrement. Bon, eh ben, moi je suis bien contente effectivement de ne pas avoir persisté là-dedans. Il y a aussi le mécanisme humain de renforcement de la décision qui joue beaucoup dans l'orthorexie. C'est-à-dire que quand on a investi dans, comment ça s'appelle, ces juiceurs, là, pour faire les jus, je ne sais plus comment on appelle ça, les extracteurs de jus, voilà, qui coûtent très cher. Quand on a pris la tête à son entourage pendant des mois, des années, sur le fait qu'on avait un savoir supérieur au leur, qu'on leur a dit mais arrête de manger ceci, arrête de manger cela, c'est difficile en fait de faire machine arrière. Quand bien même on se rend compte qu'on perd des poignées de cheveux, qu'on n'est pas bien physiquement, on a beaucoup de mal en fait à sortir de ça parce que on attend ce nirvana corporel, on voit bien qu'il ne vient pas, mais on n'arrive pas à en sortir. On peut comparer ça. C'est pour ça que je compare ça à la religion. Pour moi, c'est l'obsession du manger sain, l'orthorexie, c'est parfois une espèce de religion qui tourne mal. Et donc voilà, moi je voulais juste passer un message positif à toutes les personnes qui se reconnaîtraient dans mon témoignage. Voilà. On peut en sortir. Et puis, généralement, d'ailleurs, la plupart des gens s'en sortent. Peut-être que nos autres intervenants pourront mieux nous en parler. Moi, j'ai pas de statistiques. Mais manger sain, finalement, c'est simple. Enfin, moi, c'est ce qui ressort de mon expérience. C'est qu'il n'y a pas besoin, pour manger sain, de se prendre la tête à ce point-là. C'est juste des bonnes habitudes, souvent du bon sens. Et voilà. Mais l'orthorexie est donc la facette cachée de la malbouffe. Merci beaucoup. Facette cachée de la malbouffe, et puis manger la peur au ventre. Toujours la peur de mal faire, la peur de se faire du mal, et d'être bouffé par la bouffe, finalement.
Virginie Wolf, vous êtes sociologue, et alors vous vous intéressez à une autre facette. Vous, ce n'est pas des régimes sans, mais c'est des régimes extrêmes, mais on exclut beaucoup de choses. Finalement, ça finit par être du régime sans sang, et sans aucun sang, sans plus. Mais alors vous, qui êtes sociologue, ces régimes sans, ça vous passionne? Vous faites une étude là-dessus, vous êtes doctorante à Paris, Strasbourg, Berlin, Absolument. 3. Et vous étudiez les gens qui ont choisi le régime sans gluten. Tout le monde connaît le régime sans gluten aujourd'hui. C'est difficile d'échapper au régime sans gluten. Toutes les vedettes. D'ailleurs, Djokovic, qui est un des grands fanatiques du régime sans gluten, perd depuis qu'il est au régime sans gluten. C'est bien vrai. Il avait commencé par gagner, puis il commence à perdre. Bon. Alors, quel est votre regard de sociologue sur ces choix particuliers qui consistent à exclure certains aliments? Alors, avant tout, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, effectivement, pour me présenter, je suis Virginie Wolf. C'est bien ça. Et je fais un doctorat en sociologie à l'Université de Strasbourg et je m'intéresse à la thématique des alimentations et plus particulièrement à celle des évictions alimentaires et à partir d'observations ethnographiques et d'interviews avec des mangeurs sans gluten à Paris, à Strasbourg et à Berlin. Et donc, je fais des entretiens, mais je lis aussi tout ce qui est au niveau des revues de presse et d'articles scientifiques en gastroentérologie, etc., pour un peu m'intéresser à tout ce qui sort sur ces thématiques en ce moment. Donc, pour commencer, je dirais que l'objectif des sociologues et des anthropologues est moins de se demander si, oui ou non, le fait de manger de telle ou telle façon fait du sens. Alors, si le fait de manger cru ou cuit, le fait de manger avec les mains ou avec des couverts, est-ce que ça fait du sens? Mais de se demander en quoi est-ce que ça fait du sens pour les personnes. Et donc, on essaye de comprendre ce qui amène des personnes à manger de telle ou telle façon et ce qui amène des personnes à manger sans viande, sans gluten, sans lait, etc. Donc, les goûts et les choix alimentaires ne sont pas seulement des affaires personnelles, individuelles. Il y a des déterminants sociaux, comme l'âge, le sexe, le milieu social ou le lieu de vie, la période historique, qui contribuent à influencer les choix et les préférences alimentaires. Mais c'est un ensemble assez complexe et dynamique, et ça change. Et c'est bien pourquoi la sociologie ne peut pas prévoir comment est-ce que ces personnes vont manger dans quelques années, puisque tout bouge, et suite aux socialisations plurielles, donc à nos différentes expériences de vie, on est amené à voir les choses différemment au fur et à mesure de nos interactions et de nos rencontres avec les personnes. Donc peut-être que après la mousse au chocolat certifiée vegan, sans sucre et sans œufs que vous avez goûté la semaine dernière chez un ami, vous commencez à importer cette recette dans vos recettes et vous vous dites que finalement, pour faire une mousse au chocolat, on n'a pas besoin d'œufs, etc. Donc vos habitudes sont amenées à changer. Et quand on voyage aussi, on voit bien que la question du comestible, du non comestible est différente en fonction des pays, en fonction de lieux. Les catégories ne sont pas les mêmes dans toutes les cultures. Des interdits et des obligations à manger des aliments existent à des degrés divers partout, et une pluralité d'éléments d'ordre culturel, d'ordre religieux, symbolique, moral, politique ou médical guident les choix alimentaires. Et cela varie selon les régions, les religions, les milieux sociaux, les époques. Vous appréciez peut-être la mimolette française, qui était interdite aux États-Unis en 2013 pour des raisons sanitaires et parce qu'elle était vue comme dégoûtante et non hygiénique. Et au contraire, vous trouverez peut-être que le chien, le chat ou un plat de tarentule frites est peu ragoûtant, alors que ce sont des plats qui sont appréciés au Cambodge. Mais ces interdits peuvent aussi varier à l'intérieur d'une même culture. Ainsi, en France, la consommation de foie gras est appréciée par certains et combattue par d'autres. Alors, ce que je veux essayer de dire par là, c'est que l'objectif de l'anthropologue est de comprendre comment les catégories du comestible et du comestible sont construites socialement, c'est-à-dire comment elles sont créées par des groupes humains. Et les sociétés ont toujours créé des catégories, des règles, des normes, des valeurs qui permettent de penser et d'agir au quotidien. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces catégories changent. Et j'en viens donc à ma première partie. Comment est-ce que les catégories du mangeable et du non mangeable sont construites et légitimées ici et aujourd'hui? Alors comment est décidé ce qui doit être évité? Comment sont mises en place les nouvelles normes du manger et sur quelles argumentations reposent ces normes? On connaît le grand rôle des institutions religieuses dans les interdits alimentaires. On a les normes
sanitaires, les réglementations comme le fromage ou le lait cru qui est interdit dans plusieurs pays. On a la sphère biomédicale qui prescrit certains régimes, le sans gras, le sans sel. Alors quand on dit sans, c'est très large. Et on mange toujours sans quelque chose, même quand on est omnivore. Mais principalement, aujourd'hui, on peut voir 2 catégories montantes. Et pour schématiser, on a le manger sans qui se réfère à une pratique de boycott, d'activisme, une nouvelle éthique alimentaire qui est à mettre en lien avec la critique des modes de vie contemporains. Dans le cas des végétariens, des végétaliens par exemple, le plus souvent, c'est une pratique qui s'inscrit dans un engagement que l'on pourrait qualifier de politique et qui cristallise une forme de désaccord avec les façons de se nourrir orthodoxes ou dominantes, majoritaires dans notre société aujourd'hui. Dans leur quotidien, ces personnes expriment concrètement leur désaccord avec le fait d'exploiter et de tuer les animaux pour les manger. Ou alors, deuxième catégorie montante, on a aussi le manger sans qui serait davantage justifié par la santé, parce que les personnes se rendent compte qu'elles ont moins souvent mal au ventre, qu'elles se sentent mieux, qu'elles sont plus en forme en évitant le gluten, le lait par exemple. Ces 2 registres de justification peuvent se mélanger et la dimension engagement moral peut se conjuguer avec la dimension santé. Le gluten et le sucre sont souvent critiqués parce qu'ils sont trop présents partout et surtout dans les aliments transformés. Ainsi, certains aliments ne seraient plus comestibles et seraient devenus dangereux pour la santé car trop transformés par l'humain et la machine. Le sociologue Olivier Lepilère s'est notamment intéressé aux critiques de l'alimentation industrielle et aux formes de valorisation du naturel. Ne pas manger des aliments ultra transformés reviendrait donc à critiquer des aspects du mode de vie contemporain, du technicisme, du consumérisme. Et on voit dans de nombreuses justifications des régimes sans que la nature est aujourd'hui mystifiée et que le matérialisme productiviste, l'utilisation des technologies est vue comme excessive. Et ça a changé. Dans les années 50, par exemple, les publicités exaltaient le mode de production industrielle, surtout parce que c'était plus hygiénique. Alors on peut essayer de lire ces réactions à l'aune du concept d'incorporation et de l'idée que ce qu'on mange modifie notre corps et notre être. Et qu'en mangeant, on incorpore, on met dans notre corps des propriétés de certains aspects de la société. Le corps humain serait le miroir de la société. Manger sans gluten, par exemple, c'est aussi une façon concrète avec son corps d'acter son refus d'adhérer au mode de production et de transformation des céréales. C'est souvent le fait que l'agriculture céréalière ait transformé le blé en créant quelque chose d'anormal qui inspire des inquiétudes dans une société dite de risque qui produit des OCNI, des objets comestibles non identifiés, selon l'expression du sociologue de l'alimentation Claude Fischler. Alors j'en viens à ma deuxième partie. Quel sens pour les régimes sans ? D'abord, j'aimerais suggérer des pistes de réflexion sur le plan macrosocial, et ensuite j'en viendrai au plan microsocial. Donc, dans notre société, les personnes sont incitées à ne plus suivre les normes et les traditions de façon naïve, mais d'y réfléchir et de faire leurs propres choix, d'exercer leur libre arbitre, de trouver leur propre voie, et surtout de ne pas se laisser dicter ce qu'ils doivent faire. Ce qui va de soi est donc davantage remis en cause, comme le fait de manger de la viande, par exemple. Il y a dans les discours dominants aujourd'hui cette incitation à chercher un espace de liberté dans les pratiques sociales. Mais ce processus d'émancipation est accompagné d'une moralisation. Il faut avoir les bonnes pratiques qui permettent d'être en forme, de ne pas être malade, ni trop gros, ni trop maigre, ni obsédé par l'alimentation. Et c'est cette injonction contradictoire, cette recherche d'espace de liberté, tout en étant dans la moralisation, qui complique les choix, qui rend les choix très difficiles. On demande aux personnes de savoir ce qui serait le mieux pour elles. Elles sont conduites à rentrer dans une logique de consommateur rationnel qui aurait toutes les cartes en main pour choisir le mode de vie adéquat et donc le régime adéquat aussi. Et en plus de cela, elles doivent être en mesure de justifier leurs choix quotidiens. Justifier ces choix signifie montrer aux autres qu'ils font sens. Les personnes sont toujours dans une recherche de cohérence de leurs pratiques quotidiennes. Elles sont constamment amenées à expliquer, à justifier leurs actions en vue d'être légitimées, pour être reconnues comme saines d'esprit, comme raisonnables. Alors en plus du contexte macro-social, il y a des éléments biographiques qui permettent de comprendre comment des personnes sont amenées à se lancer dans ces pratiques alimentaires. Il existe souvent des conditions ou des déclencheurs qui favorisent l'engagement dans un régime sans. La plupart du temps, ce choix se fait suite à un moment difficile, ou on appelle ça aussi des points tournants en sociologie, dans les parcours de vie. Il peut s'agir d'un changement professionnel, d'un déménagement, d'une rupture, d'un deuil.
d'un moment durant lesquels les personnes se sont senties plus vulnérables, où le corps a été perçu comme fragile et où ces sensations se sont accompagnées de remises en cause de leur façon de vivre et d'un moment de réflexivité. La question de la sensibilité est intéressante à ce sujet. Les signes d'un corps fragile, des maux de ventre, des migraines, cristallisent souvent autre chose, un autre mal-être. Et l'alimentation devient un moyen pour reprendre le contrôle sur leurs symptômes, mais aussi sur leur vie. Et c'est bien ce que Sabrina Debusca a dit tout à l'heure, de reprendre la main. Mettre de l'ordre dans l'assiette contribue alors à mettre de l'ordre dans leur vie. Il y a des marches à suivre, des solutions faciles à mettre en œuvre pour changer sa façon de manger. Et ceci fait souvent du bien aux personnes à des moments où elles ont besoin de nouveaux repères. Et cela passe aussi par une attention accrue aux sensations du corps. Les personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mes recherches expliquent que ça faisait mal de manger, que ça bloquait ici. Elles ont appris à faire attention à toutes leurs sensations de leur corps pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de leur corps quand elles mangeaient. Elles essayent de déchiffrer ce qu'on appelle aujourd'hui le langage de leur corps. Les personnes qui continuent de manger sans, sur le long terme, expliquent généralement que malgré toutes les contraintes, manger sans aurait des vertus. Alors, ces changements sont souvent perçus par ces personnes-là comme une passerelle pour apprendre à manger plus varié, plus équilibré et à être moins dans l'excès. Il agit comme une prise de conscience et une opportunité de connaissance. Le fait de se sentir mieux physiquement, mais aussi de découvrir d'autres aliments, est une source de motivation pour ces personnes-là de rester dans le régime. Manger sans gluten, par exemple, a amené beaucoup de personnes à varier davantage leur alimentation. Et à la place d'utiliser de la farine de blé, ils ont commencé à utiliser des nouvelles sortes de farine, de riz, de châtaigne, de teff, etc. Puis, il y a aussi des personnes qui m'expliquent qu'elles ont développé de nouveaux plaisirs. Souvent, auparavant, elles cuisinaient peu, et c'était un peu une porte d'entrée pour apprendre à cuisiner et à développer sa créativité dans ces domaines. Alors, pour conclure, manger sans viande, sans lait, sans gluten sont des nouvelles formes du manger contemporain. Elles sont une façon parmi d'autres de manger. Mais d'un point de vue sociologique, et donc je dis bien, j'ai la perspective sociologique, elles ne sont ni Vous êtes mieux, là pour ça? voilà, elles ne sont ni mieux ni moins bien en soi. Et manger sans ne veut pas dire ne rien manger, ni manger sans plaisir. Au contraire, il y a du plaisir dans la restriction, qui vient du plaisir de faire des choix et de l'affirmation de soi. Par contre, ces façons de manger peuvent être vues comme des conséquences d'une responsabilisation de l'individu à optimiser son alimentation par lui-même. On est amené à manger des choses qui nous font du bien, qui nous permettent d'être en forme, en bonne santé. Et si on est malade, c'est parce qu'on n'a pas mangé comme on aurait dû, parce qu'on n'a pas été compétent pour trouver son régime adéquat. Et on a alors ce sentiment de tout le temps être responsable de tout, même des choses qui ne sont pas de notre ressort. Et la responsabilisation de l'individu singulier cache et soutient le creusement de certaines inégalités sociales entre ceux qui ont le temps, les moyens financiers, les possibilités de s'organiser avec leur famille pour préparer de bonnes choses à manger, etc. C'est finalement un petit peu l'autonomie du mangeur qui choisit sa propre alimentation selon des critères qui échappent parfois à la raison. Alors c'est l'autonomie et c'est vraiment ce côté de la responsabilisation de l'autonomie. L'autonomisation et la responsabilisation, Absolument. choisir ce qui fait du bien. Choisir de ce qui fait du bien. Alors, on est là un peu dans le problème de l'éthique. Se faire du bien, mais en tant qu'individu, alors que l'éthique, c'est plutôt la société, c'est l'environnement, c'est pas que l'individu. Absolument. On va peut-être demander au professeur Jean-Michel Le Cerf, qui a réfléchi cette fois-ci avec sa culture de nutritionniste et de médecin, ce qu'il pense finalement de ces régimes, parce que ces régimes, tu les connais bien, je sais que tu as écrit des choses là-dessus, ils sont nombreux, ces régimes sans, hein, tu les rappelles peut-être un petit peu? Vous vouliez peut-être terminer, non? Vous aviez... Ah bah, je crois qu'elle a terminé. J'avais un tout micro, un micro-paragraphe. C'était simplement... Un petit, non, parce que je me dépêcherai. je suis maître du temps, comme diraient certains. Merci. Merci beaucoup. Alors, il s'agissait seulement encore de voir que ces nouvelles façons de manger amenaient aussi à stigmatiser certaines qui ne seraient justement pas en mesure de justifier le sens et la cohérence de leur alimentation, parce qu'ils n'auraient pas les outils pour expliquer, pour légitimer leur choix alimentaire. Et voilà, c'était Merci fini. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est parfait. Ah bah, vous voyez. Donc, après ce regard de sociologue, qui effectivement a un regard bien éclairé et documenté, puisque vous travaillez là-dessus, quel est ton regard, Jean-Michel, en tant que nutritionniste, par rapport à ces choix alimentaires, cette autonomie du mangeur qui est un peu perdu, qui décide que telle chose lui fait du bien, telle autre chose lui fait du mal, et qui surtout est complètement enfermé dans des affirmations rarement documentées?
Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup ont déjà été dites. C'est extrêmement intéressant l'approche sociologique. En tant que médecin me consacrant à la nutrition depuis 36 ans, j'ai bien sûr intégré cette dimension du principe d'incorporation, le manger magique. Enfin, ce que nous mangeons devient ce que nous sommes ce que nous mangeons. C'est extrêmement important. Ce que vous disiez également tout à l'heure sur l'orthorexie, cette quête de perfection et cette obsession alimentaire. Moi, ce qui me préoccupe le plus, finalement, dans tout ce qu'on entend, c'est qu'on a quand même oublié que, mais en même temps, ça rejoint ce que vous disiez, mais à force d'éliminer des aliments, on finit par ne plus aimer manger, ne plus aimer les aliments et être un petit peu en lutte permanente contre soi-même. Et puis on oublie, peut-être parce qu'on est dans un pays gâté, je ne vais pas dire gâté pourri, ce ne serait pas gentil pour chacun d'entre nous, parce qu'on est dans un pays gâté, on oublie que manger nous fait d'abord du bien, alors on est toujours en train de penser que manger nous fait du mal. Mais c'est tout l'inverse, manger nous fait toujours beaucoup de bien. Et dans cette perspective, effectivement, les régimes sans sont apparus. Et par rapport à ce que vous disiez il y a un instant, madame, là, sur l'orthorexie, moi je retrouve tout à fait ce drame un peu des régimes sans qui nous coupent des autres, qui ne nous permettent plus d'être ensemble, qui ne nous permettent plus d'avoir des repas apaisés, qui ne nous permettent plus d'avoir cette relation humaine et cette relation sociale avec les aliments, avec les autres, qui aboutissent même parfois, vous l'avez très bien dit, à des séparations, mais même à des conflits. Et moi, j'observe à quel point autant notre alimentation en France a été pendant longtemps quelque chose qui nous rassemblait, qui nous réjouissait, qui nous réunissait. On parlait de nourriture avec joie, avec plaisir. On était à table en train d'échanger des recettes, des conseils, des histoires, des souvenirs, des plats. Et maintenant, on s'envoie des injonctions sur comment ça se fait. Tu manges encore cela. Et toi, tu ne savais pas que le lait était dangereux. Tu ne savais pas que le gluten était dangereux. Tu ne savais pas qu'il fallait arrêter de manger de la viande. Et il y a en fait une perversion de l'alimentation qui survient à cause de cette éclosion de particularisme. Et je dirais c'est dû à deux choses. C'est dû à l'individualisme de notre société, puisque pendant longtemps, ce que nous mangions était transmis et n'était pas discuté. Alors, je constate, c'est un constat, on mangeait ce qui était disponible et ce qui était transmis, et donc l'individualisme est devenu quelque chose d'extrêmement courant, et puis le relativisme, qui est aussi une autre perversion ou un autre trouble de notre société, qui est tout se vaut, il n'y a rien qui est vrai, il n'y a pas de valeur. Voilà, une espèce de remise en question en permanence. Et donc ça aboutit à ces conflits alimentaires, conflits avec soi, conflits avec les autres. Et puis, pour beaucoup, enfin vous l'avez peut-être observé, en tout cas ça a été dit par vous, une certaine tristesse. Moi j'observe que tous les gens qui sont dans les régimes sans sont des gens qui finissent par être tristes. Parce qu'ils ne sont pas contents des autres qui ne mangent pas comme eux. Ils ne sont pas contents parce qu'ils n'arrivent pas à ce nirvana que vous aviez expliqué tout à l'heure. Et puis ils ne sont pas contents parce que finalement ils voient que voilà, c'est trop compliqué pour y arriver. Et puis ça ne va pas mieux dans leur santé, ça va moins bien encore parfois. Et finalement, on finit par se faire du tort à soi-même et aux autres. Alors maintenant, sur le regard du nutritionniste, qui est aussi un peu sociologue et aussi un petit peu psychologue, forcément, avec le temps, on finit par s'imbiber de vos disciplines. Je dois dire que les régimes sans, c'est très difficile d'en parler si on ne parle pas de chacun de ces régimes, de chacune de ces exclusions. Il y a les gens qui mangent sans palme, il y a les gens qui mangent sans additifs, il y a les gens qui mangent sans aspartame, il y a les gens... Et bien sûr, les marchands, sans que ça soit péjoratif dans ma bouche, en ont profité, puisque à partir du moment où on affiche, par exemple, ici, sans sucre, c'est que le sucre est dangereux, sans gras, c'est que le gras est dangereux, sans aspartame, c'est que l'aspartame est dangereux, sans palme, c'est que le palme est dangereux. Comment ça se fait qu'il y en avait d'ailleurs ? Pourquoi il y en avait ? On ne nous l'avait pas dit avant, on nous l'avait caché. Donc on va aller encore plus dans cette suspicion, la théorie du complot. Ah, il y avait du palme, maintenant vous n'en mettez plus, mais il y en a qui en mettent encore. Alors le palme, je pourrais en parler pendant quelques minutes si ça vous intéresse sur le plan nutritionnel. Voilà, on peut en dire des choses. Mais donc il y a un doute permanent, une inquiétude permanente. Et moi j'observe tous les jours que les gens sont inquiets
de leur alimentation, alors qu'ils devraient se réjouir d'avoir une alimentation extraordinairement sûre et saine. C'est extraordinaire notre alimentation aujourd'hui, c'est incroyable. Si vous saviez à quel point elle est améliorée par rapport à ce qu'on avait il y a 50, 100 ans, 200 ans, c'est extraordinaire. Mais les gens, ils ne sont pas du tout conscients de ça, ils ont l'impression que ça va de moins en moins bien. Ils excluent de plus en plus, et puis on leur fait croire aussi qu'on les empoisonne. Et j'ai bien vu que c'était une partie des discours de la journée. Alors, il y a quand même, bien sûr, éventuellement, des indications médicales ou des vraies raisons de supprimer ou d'améliorer. Parce que quand on dit sans viande, moi je dirais tout de suite, oui, pas trop de viande. Bien sûr, quand on dit sans gluten, oui, il y a des gens qui ont des problèmes avec le gluten. Quand on dit sans lait, oui, il y a des gens qui ont une allergie aux protéines de vache. C'est très rare, mais ça arrive. Et donc, on ne peut pas non plus généraliser. Moi, je suis médecin. Quand quelqu'un me dit je mange ça et je vais pas bien, je ne vais pas lui dire c'est pas vrai. Il me dit qu'il va pas bien. Donc, je cherche à savoir pourquoi. Et donc, il ne s'agit pas de refuter toute. Jean-Louis le disait tout à l'heure très bien. La médecine, la science évolue. Il y a des choses qu'on ne savait pas et qu'on sait aujourd'hui, et donc il faut bien sûr être toujours prudent, et c'est pour ça que les nutritionnistes, les bons nutritionnistes, et il y en a encore quelques-uns qui traînent ici ou là, sont des gens qui doivent être prudents dans leurs propos. Ils ne doivent pas eux-mêmes tomber dans l'excès de discours en disant, bon, comme on l'avait vu il y a 50 ans, mais on ne savait pas, le pain c'est mauvais, après on nous a dit que le beurre c'est mauvais, après on nous a dit que qu'est-ce qui était... Enfin, tout a été passé à la casserole. Aujourd'hui, tout est mauvais. Si on écoute excusez-moi, les médias, certains médias, pas vous sans doute, si on lit ou on écoute, et donc peut-être que les médecins ou les scientifiques ont eu le tort d'être trop catégoriques à des moments donnés, en disant faut plus manger de pain, ça fait grossir, faut plus manger de viande, ça donne des maladies, faut plus manger de ceci, c'est pas bon. Et on voit d'ailleurs qu'on revient dessus. On dit ah non, le beurre c'est bon maintenant. On n'aurait jamais dû dire que c'était mauvais, parce que ça n'est pas mauvais. Il n'y a pas d'aliment mauvais en soi. Soit un aliment est mauvais et c'est pas un aliment, c'est un poison. Et donc il existe des poisons dans la nature, soit il n'est pas mauvais parce qu'il est comestible, tous les aliments comestibles, vous l'avez dit aussi tout à l'heure sur la planète, c'est extraordinaire la diversité alimentaire dans le monde. Il y a des dizaines, des centaines de milliers d'aliments qu'on ne connaît pas, que les autres mangent. Et donc soit un aliment n'est pas comestible, et il faut qu'il soit vendu en droguerie ou en pharmacie, drug c'est médicaments ou en pharmacie, soit il est mangeable. Et il est mangeable universellement, avec, bien entendu, la dimension culturelle et aussi la dimension individuelle, puisqu'il peut y avoir des susceptibilités, des dégoûts, des allergies, des problèmes particuliers qui existent. Et puis, on est en train de chercher, par exemple, pourquoi il y a quand même un vrai problème pour certaines personnes avec le gluten. C'est tout à fait possible. Et on essaie de comprendre pourquoi. C'est probablement d'ailleurs pas le gluten qui est en cause, c'est sans doute autre chose qui est en cause, et le gluten est un peu la victime collatérale de cette affaire-là. Et donc, il y a bien sûr toujours à chercher. Et puis le nutritionniste sera toujours aussi dans la recherche de l'équilibre, parce que si la viande n'est pas un mauvais aliment, l'excès de viande n'est pas bon. Mais l'excès de n'importe quoi. L'excès de fruits et légumes, ça va vous donner mal au ventre parce que vous aurez mangé 1,5 kg de haricots verts et vous aurez mal au bide et vous n'aurez pas mangé autre chose. Et donc, tout excès pose problème. Mais les excès, c'est aussi les insuffisances. Une insuffisance, c'est un excès. Donc voilà un petit peu mon point de vue. Je fais bref pour qu'on puisse discuter. Ensuite, on pourrait donner quelques éléments sur la viande, le lait, le gluten, etc. Si certains sont intéressés, avec plaisir. Merci beaucoup. Juste une question. Les gens qui excluent comme ça, par exemple, sans lait, est-ce que ça expose à des carences? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, il y a, forcément, venant de Jean-Louis, c'est une bonne question. Merci. Il n'y a pas d'aliment indispensable. Il n'y a pas d'aliment indispensable. Et c'est ça qui est intéressant, seuls les nutriments sont indispensables. Donc, par exemple, je ne mange pas de lait, supposons.
Bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que je mange suffisamment de calcium, de protéines. Il se trouve quand même que le lait, il a une petite particularité, c'est l'aliment qui a la plus grande diversité qu'on connaisse. Il y a 2000 constituants dans le lait. Et donc quand on ne mange pas de lait, ce n'est pas le calcium qu'il faut remplacer, c'est 2000 constituants. Ce n'est pas facile. On peut chercher effectivement à trouver d'autres sources de calcium, de protéines, de tous les autres constituants. Par exemple, il y a dans le lait 400 sortes d'acides gras. Donc vous avez du mal à trouver les 400 sortes dans d'autres aliments. Donc on peut s'en passer, mais puisqu'il est utile, pourquoi s'en passer? Mais il n'est pas indispensable. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas indispensable qu'on n'est pas utile. Par exemple, moi, je ne suis pas indispensable. Mais tu il es me semble très que je suis utile. utile. Ah, si. Donc, Vraiment. non, mais c'est de cet ordre-là. Donc c'est la même chose pour la viande. On peut se passer de viande. La viande n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est les protéines et le fer. Alors on ira chercher le fer et les protéines ailleurs. Mais pour le lait, pour la viande, il se trouve que c'est un petit peu plus facile d'y parvenir quand on a une alimentation variée. Car il y a bien un élément clé. Il y a une seule chose à retenir en nutrition. Le reste, c'est la foutaise. Une seule chose à retenir en nutrition. La variété alimentaire. Quand vous avez la variété alimentaire, même ce minime problème des contaminants. Parce qu'en France, j'affirme haut et fort que le problème est minime. Quand vous avez une variété alimentaire, les côtés positifs, vous les engrangez tous, et les côtés négatifs sont atténués par la variété, si ces côtés négatifs existent. Et donc la variété alimentaire, c'est notre omnivorisme, parce que nous sommes omnivores. C'est ça qui est extraordinaire. On a la chance de pouvoir manger de tout. Et les gens qui mangent sans, ils se privent de cette chance et de cette propriété qui est propre à l'homme et puis à quelques autres animaux. Alors, je n'ai pas donné trop de comparaisons, mais le porc et le rat sont aussi omnivores. C'est des mauvaises comparaisons. Eh bien, on a la chance d'être omnivore, ce qui nous rend quand même la vie plus difficile. Parce qu'entre une vache et un homme, je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais il y en a quelques-unes, en particulier la vache, quand elle ne mange pas, elle rumine, et quand elle ne rumine pas, elle mange. Il y a des hommes qui ont des cornes. Hein. Oui, il y a des hommes qui ont des cornes. Ah oui, d'accord, moi ça ne pousse pas encore. Et donc la vache n'a pas de question existentielle. Soit c'est l'herbe de droite, soit c'est l'herbe de gauche. Mais finalement, ce n'est pas très problématique. Pour l'homme, c'est compliqué. Vous savez que par jour, nous avons 300 situations de choix alimentaires par jour. 300 fois par jour. Et l'orthorexique, il a un problème parce que 300 fois par jour, il se pose des questions. Alors que chacun d'entre nous, on ne se pose pas de questions, heureusement. Parce que sinon, on passerait notre vie à faire les courses, à faire à manger, etc. Et donc, il y a la dimension culturelle, instinctive, gustative, le plaisir, etc., qui l'emporte. Voilà un petit peu le message, la variété. Dites-lui qu'il est utile. C'est presque rien. Dites-lui qu'il est utile. En tout cas, merci beaucoup. Alors, tu nous as bien dit qu'il est omnivore. Nous sommes tous omnivores. L'homme est omnivore. Qu'est-ce qu'il y a là? On me montre. Oui. Ça, c'est le livre que j'ai écrit avec Jean-Louis. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hein. Oui, mais justement, j'allais faire la transition. Alors, on est bien omnivore, comme tu nous as dit. Alors, pourquoi est-ce que de plus en plus souvent, il y a des courants comme ça, végétariens? Alors, je ne parle pas des véganes, c'est terroristes, c'est les intégristes, mais simplement les végétariens. Alors, nous avons parmi nous la chance d'avoir un restaurateur, formateur en nutrition, c'est bien ça, auteur de livres, qui nous suggère que peut-être il y aurait intérêt à manger de façon plus végétarienne que nous le faisons. On vous écoute. Oui, alors après tout ce qui a été dit, franchement... Du mal, hein C'est dur, hein. Ça a balayé tu l'as converti. assez large. Et effectivement, je me demandais comment je pouvais apporter une contribution utile. Et ce que je vais faire peut-être, c'est de vous parler de mon métier, qui consiste à accompagner les gens dans une évolution de leurs habitudes alimentaires. J'ai commencé mon métier dans les années 80, ayant lu le best-seller du professeur Le Cerf qui s'appelle « Manger autrement », et assez sensibilisé aux questions d'écologie et de développement durable, j'avais fait un service civil, et dans ce service civil, j'avais contribué à la création d'une coopérative de produits bio. Et dans cette expérience, je venais d'études de sociologie, moi aussi, et je me rendais compte que ce qu'on vendait dans les magasins bio, déjà dans les années 80, qui avaient à peu près les mêmes types de gamme que ce qu'on voit aujourd'hui, avec un peu moins de plats cuisinés, mais globalement, ce qu'on voyait dans les magasins bio, c'est-à-dire
finalement des structures qui avaient pour but de susciter des évolutions positives dans les pratiques agricoles. On constatait déjà un certain nombre de désordres liés à des excès d'utilisation d'engrais, d'herbicides, de pesticides, une certaine dégradation des sols, des eaux, différents impacts sur la biodiversité. Et au fond, l'idée de soutenir l'agriculture biologique, c'était de se dire, en tant que mangeur quotidien, parce qu'on achète, on peut soutenir des agriculteurs qui ont d'autres pratiques. Mais ce qu'on vendait dans les magasins bio, je pouvais constater déjà, avec ce regard sociologique, que ça ne correspondait pas du tout à ce que la grande population mange. Alors on pouvait choisir de prêcher les convaincus, des gens, des granivores, des mangeurs de grains, des mangeurs plutôt à tendance végétale, mais globalement, déjà dans les années 80, les lentilles, les pois cassés, le millet, le riz complet, les algues, tous ces produits qu'on trouvait dans les magasins bio ne faisaient pas partie du tout du modèle alimentaire. Et ce serait donc difficile de susciter des évolutions dans l'agriculture à travers des choses qui ne correspondent pas au modèle classique. Et donc j'ai tout de suite évalué l'importance d'avoir un côté pratique et une découverte, c'est-à-dire comment on peut donner envie aux gens, peut-être par rapport à certains excès qui ont déjà été identifiés. Le professeur Le Cerf, dans Manger autrement, nous montrait comment il y avait eu un certain déséquilibre et disons une inflation, on va dire une richesse accrue de nos alimentations dans les pays occidentaux, souvent au détriment des pays du Sud. Comment on pourrait donner envie peut-être aux gens de manger moins de viande? Alors moi j'étais végétarien entre 20 et 35 ans, et donc à 25 ans, 26 ans, j'ai commencé à donner des cours de cuisine, pas dans le but que les gens deviennent végétariens, mais pour qu'ils découvrent finalement des savoir-faire de cuisine végétarienne pour justement utiliser ces légumineuses qui pouvaient introduire un peu plus de variété dans les repas. Et puis, des céréales, des associations correspondant aux cuisines du monde. Je pense que tout le monde ici a entendu parler du régime méditerranéen, ou différents classiques des cuisines populaires du monde, associant notamment les céréales et légumineuses, mais souvent aussi avec des produits laitiers, souvent aussi avec de la viande ou du poisson, dans des régimes qui sont globalement assez diversifiés. Et l'idée, c'est d'apporter des solutions, au fond, à un système où le modèle alimentaire a basculé vers un excès de protéines animales. Je pense que les études et les impacts sont connus par tous, y compris sur des impacts climatiques. Et comment donc on pourrait arriver à des choses plus positives? Aujourd'hui, l'analyse, c'est souvent les vaches pètent ou rotent, on a des problèmes avec les pesticides, etc. On va faire 100. On va faire 100. Moi, je peux vous dire simplement que mon expérience de 31 ans de cours de cuisine, de 22 ans de restaurateur en cuisine bio et végétarienne, avec des choses qui globalement ont plutôt marché partout, c'est pas tellement en faisant la leçon aux gens sur ce qui n'est pas bien ou ce qui n'est pas bon ou ce qu'il faut enlever, mais plutôt en leur faisant découvrir des choses qui introduisent un autre rapport à l'alimentation, une reconnexion aux saisons, avec les saisons, très souvent une reconnexion avec les produits d'un territoire, la possibilité de faire une cuisine extrêmement simple, y compris avec des produits qui coûtent cher, peut-être une cuisine économique aussi, et aussi une variété alimentaire. On a fait un travail pour l'école de santé publique sur les légumineuses, par exemple, où on a montré qu'avec une boîte de haricots, une boîte de pois chiches, parce qu'on ne va pas demander aux gens d'aller acheter des pois chiches bio secs et de les tremper la veille et de les cuire 2 heures, parce qu'on a déjà perdu 90% de la population française si on veut créer des changements. Donc on commence par dire, tiens, une boîte de haricots, une boîte de pois chiches, une boîte de lentilles, et montrer qu'avec ça, on peut faire des mayonnaises, des béchamels, très simplement, en mixant avec un peu d'eau, en y mettant du goût, une pointe de gras, et qu'on a, à travers les légumineuses, un outil qui permet de faire très rapidement des petits blinis, des burgers, des gâteaux à la maison, économiques, simples et génériques. C'est-à-dire, ça rentre dans les savoir-faire des cuisines familiales, des cuisines extrêmement simples. On n'a pas besoin d'être dans des aliens véganes ou des aliens végétariens. On connecte parce que le gâteau au chocolat qu'on a fait ou la béchamel qu'on a fait, c'est déjà tout simplement une béchamel ou un gâteau au chocolat avant d'être un truc végétal
ou promoteurs des légumineuses. Et donc, c'est plutôt des approches positives. Moi, je suis un tout petit cuisinier, je n'ai aucune prétention aux étoiles, mais j'ai rempli des restaurants avec cette cuisine très simple qui était présentée de façon plutôt positive. Et dès les années 80, des assiettes où on peut découvrir finalement une variété de produits végétaux qui ont tendance à déserter les pratiques alimentaires dans la deuxième moitié du XXe siècle, sont vécues parce qu'il y a des différences sensorielles, parce qu'il y a des couleurs, parce que ça évoque des cuisines du monde, parce que ça évoque parfois des souvenirs de cuisine régionale. Ce sont des cuisines qui donnent de l'intérêt. Et derrière tout ça, au fond, il y a reconnecter le mangeur avec un sens. Puisque moi j'ai bien aimé le titre du débat, les sens ont-ils du sens? Au fond, si on essaye d'apporter des corrections avec le différentiel des appréciations de chacun, de l'impact des pesticides, des enjeux climatiques, des enjeux de développement durable, au fond, on sent qu'il y a des inflexions aujourd'hui qu'on a besoin de faire collectivement. C'est moins un enjeu individuel qu'un enjeu, notamment sur les grands enjeux écologiques. On a vraiment un besoin collectif d'évoluer. Alors les gens qui mangent tout bien dans leur cabine sur le Titanic, qui s'enfoncent avec des degrés de réchauffement climatique, on s'en fiche un peu. La question, c'est comment on peut évoluer collectivement. Et au fond, la grande quête sur tous les domaines de la vie sociale, mais en particulier l'alimentation, c'est la reconquête du sens. Et quand on est dans les sens, c'est vraiment l'absence de sens. C'est-à-dire qu'on gomme on stigmatise la viande, on stigmatise le sucre, on stigmatise. Je suis en parfaite résonance à ce que vient de dire le professeur Le Cerf. Et ce faisant, on stigmatise les mangeurs, on stigmatise la culture de chacun, et donc on prêche aux happy few qui mangent déjà bio, qui mangent déjà tout bien. Et au fond, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des approches beaucoup plus inclusives, dans lesquelles non seulement il y a un sens partagé, le sens de la convivialité, l'évocation, les souvenirs, l'émotion, la chaleur, le côté vivable. S'il y a un autre sens qu'on pouvait donner au mot biologique, c'est vivable. Regardez l'étymologie, on est dans les mêmes choses. Et que ce soit vivable, les régimes sens deviennent très vite invivables. Et au fond, c'est aussi des régimes qui n'ont pas de sens parce qu'ils nous coupent de notre sensorialité. On a un grand besoin, et je vais abréger et finir. Et donc, simplement, sur cette question, c'est au fond peut-être reformuler souvent les enjeux. Je crois que sur la question, par exemple, du moins de viande aujourd'hui, qui fait, par rapport aux vidéos qui circulent des abattoirs, par rapport à tout un tas de choses qu'on voit émerger dans le débat public aujourd'hui, avec les véganes, avec des oppositions assez clivées entre les pour et les contre. Au fond, on a une confusion de deux débats. On a besoin de sortir des productions industrielles qui n'ont pas de sens, qui ont montré leurs limites, et en termes de santé, et en termes d'environnement, et en termes de sens pour les mangeurs. On a besoin de sortir de ces systèmes-là, et souvent le débat est confondu avec un débat moral de est-ce qu'il est bon ou pas de manger des animaux. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui, pour échapper à la dictature des sangs, reformuler les enjeux et comprendre, c'est évidemment, ça passe par chacun dans nos vies individuelles, mais ça passe aussi par une compréhension que les enjeux sont aussi énormément collectifs. Autrement dit, vous êtes pour une alimentation alternative, transitionnelle, évolutive, parce que finalement l'alimentation évolue tout le temps. J'ai choisi le terme de cuisine alternative en résonance avec les repas alternatifs que Jean-Michel Le Cerf avait mis en place à l'Institut Pasteur dans les années 80. Au fond, quand un mangeur... Pourquoi c'est un enjeu aujourd'hui, par exemple, dans un lycée? L'essentiel de mon métier, c'est de former des cuisiniers de collectivité. Pourquoi c'est important dans un lycée de pouvoir proposer, à côté du plat de viande, à côté du plat de poisson, une alternative? C'est que ça permet d'alterner. Et comme ça vient d'être dit par le professeur, le problème aujourd'hui, c'est pas qu'il y a des aliments mauvais, c'est que la place trop importante de certains aliments fait qu'il y a une carence des autres. Et au fond, cette capacité de pouvoir alterner, elle est fondamentale. C'est pour ça que j'ai choisi ce terme d'alternative. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est extraordinaire. Hein. Alors, nos intervenants, avant peut-être la salle, nos intervenants veulent-ils réagir les uns par rapport aux autres? As-tu quelque chose à ajouter? Virginie, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, je pense que Sabrina. c'était tout à fait intéressant. Je pense que dans les débats aussi,
sur le plan écologique, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Mais juste une petite remarque, c'est que ce qui est très important, c'est qu'on ne globalise pas les problèmes, parce que très souvent, en fait, on oublie d'analyser les problèmes et on les globalise. On dit par exemple l'élevage c'est mauvais, mais attendez, vous allez dans des régions, enfin, vous ne l'avez pas dit, hein, mais voilà, souvent on globalise. Vous allez dans le Charolais, vous allez dans le Cantal, heureusement qu'il y a des salaires, heureusement qu'il y a des charolais, heureusement qu'il y a du pâturage, heureusement qu'il y a du bocage, heureusement qu'il y a tout ça. Et donc, je pense que la globalisation est toujours nocive parce qu'elle n'est pas dans la précision, dans la justesse. Et vous l'avez très bien dit aussi, on stigmatise des gens. Aujourd'hui, les éleveurs souffrent d'être réellement agressés par des discours qui les rendent, enfin, font croire que ce sont des personnes qui maltraitent, qui sont des pollueurs, alors que ce sont des gens qui sont souvent amoureux de leurs animaux et très attentifs à l'environnement. Alors bien sûr, il y a eu des déviations, bien sûr, extraordinaires, mais voilà, ne pas globaliser, ne pas enfermer les gens en disant qu'il y a des mauvais et des bons, et on se met toujours du côté des bons. Quelque chose à ajouter ? Oui, non, je pense que Gilles Davot, sur la question du sens, a eu raison d'insister, parce que c'est exactement ce qui a recoupé tout ce qu'on a dit. Et c'est vrai qu'en fait, et moi, c'est vraiment un message que j'essaye de faire passer dans cette idée de grand public. Et je suis dans la même... Là, je travaille notamment aussi en tant qu'animatrice pour Radio France à France Bleu, qui est une radio dite populaire. C'est un peu le France 3 de la radio. Et c'est en travaillant depuis 7 ans pour France Bleu que je me suis rendu compte, moi qui ai été plongée toute la journée dans les études, de la méconnaissance de la plupart des gens, en fait, de la nutrition, des principes de base, etc. Et du coup, c'est pour ça que l'industrialisation et toutes ces peurs qui sont réelles, la souffrance animale, les pesticides sont des choses qui existent et que grâce à Internet, on se prend un petit peu dans la face. Et face à ça, voilà, on a envie d'agir. Et effectivement, je pense que le problème, finalement, c'est pas l'alimentation en elle-même, c'est ce qu'on en a fait et revenir à des choses plus simples et à plus de simplicité, alors qu'on a tout compliqué, alors que finalement, c'est simple. Et c'est diversifié. Et c'est vous qui dites ça. Maintenant, oui. Après votre parcours, c'est merveilleux. C'est plein d'espoir. Virginie, quelque chose à ajouter ? Oui, merci. Je crois que le terme de stigmatisation est revenu à plusieurs reprises et je crois aussi que le problème est peut-être là. Que ce soit stigmatisation des agriculteurs, des éleveurs, des mangeurs qui mangeraient mal, des mangeurs qui mangeraient trop ci, trop ça. Et ce serait peut-être pour revenir à plus de tolérance et de moins de stigmatisation et d'essayer de comprendre justement les parcours des personnes, ce qui les a amenés à faire ça. Voilà. Donc c'était peut-être d'essayer de stigmatiser moins, mais de toutes parts en fait. Alors, juste encore un point, faut-il respecter le choix des mangeurs ? Oui, je pense que c'est un choix. Oui. Les choix, libre choix. Nos choix alimentaires sont, Madame l'a dit aussi tout à l'heure, sont l'expression de toute une histoire, toute une identité qui s'est construite pendant des années, qui est le fruit de ce que nos parents qui nous ont aimés et qui nous aiment encore nous ont appris à aimer manger. Le fruit aussi de notre culture, de notre terroir, le fruit de nos particularismes génétiques, de nos goûts, de nos préférences. Et je pense que la diversité est naturelle, elle est normale. On ne peut pas dire à quelqu'un « je ne comprends pas que tu n'aimes pas ça ». Et d'ailleurs, à un enfant qui dit « c'est pas bon », il faut tout de suite le reprendre en disant « non, tu ne peux pas dire que c'est pas bon, tu peux dire que tu n'aimes pas, c'est tout ». Parce qu'il y a toutes sortes de goûts et de saveurs dans notre humanité. Donc oui, les choix alimentaires sont différents, et puis nos choix alimentaires évoluent. C'est vrai que si on nous faisait manger ce qu'on mangeait au Moyen-Âge, au XVIIe, au XVIIIe siècle, au XIXe, on trouverait que ce n'est pas très bon. Donc les habitudes alimentaires évoluent et évolueront encore. Ce qui doit rester, c'est quand même les 3 bases de la nutrition. Il y a trois piliers à la nutrition. Et ces 3 piliers sont indissociables et on essaye de les dissocier malheureusement depuis très longtemps. Le premier pilier, c'est de nourrir. Bien sûr, très important. C'est-à-dire nous permettre de vivre, de survivre, voire d'être en bonne santé. Même si la nutrition n'explique pas tout dans la santé, elle joue beaucoup. Le deuxième pilier, c'est de réjouir. C'est-à-dire que manger sert à nous faire plaisir. Mais le plaisir sert à nous faire manger. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de plaisir à manger, on ne mangerait pas. Les anorexiques, que vous n'avez pas cités parce que vous n'étiez pas anorexique, mais on refuse le plaisir alimentaire. On voit ce à quoi ça conduit. Donc le plaisir alimentaire n'est pas facultatif. Il est indispensable pour qu'on mange. Si le plaisir disparaît, on ne mange pas. Ce n'est pas possible. Regardez les gens dépressifs, regardez les gens qui n'ont plus de goût de vivre, ils ne mangent plus. Et le troisième pilier, c'est de réunir. Donc nourrir, réjouir,
réunir. Et ces 3 piliers, on doit les maintenir. Et ça, c'est universel. Alors bien sûr, on ne mange pas toujours ensemble, mais quand on mange ensemble, quelle valeur supplémentaire ça a? C'est extraordinaire un repas de famille. J'espère que vous avez la chance de vivre des repas de famille, ou des repas avec des amis, ou des repas avec votre conjoint, ou des repas, enfin voilà, il y en a plein, ou avec des collègues. C'est très important. Ça sert aussi, manger sert à nous réunir. Si on ne mangeait pas, on ne se réunirait pas. On le sait, c'est dans notre culture, mais c'est la culture humaine. Et donc ça, c'est très important de le maintenir en tout état de cause, en toutes circonstances. Et certains régimes sans, pas tous, parce qu'il y a des gens qui sont délicats et qui ne vont pas imposer leurs habitudes, en disant bah, je viens avec mon tupperware parce que moi je ne peux pas manger, d'accord. Mais les régimes sans peuvent nous empêcher, notamment ce 3e élément, réunir, et souvent perturbe le 2e élément, réjouir. Très bien, merci Merci, beaucoup. merci beaucoup. Alors, je voudrais juste préciser quand même qu'on a une table ronde. Tout le monde est venu de très loin. Sabrina est venue de Toulouse. Elle est partie très tôt ce matin. Le professeur Le Cerf a fait une sorte de tour de France. Cette semaine arrive de Lyon et repart à Nantes tout à l'heure. Virginie est arrivée hier soir de Berlin. Et Gilles Davot repart à Clisson, exactement, c'est ça, près de Nantes. Voilà. Très Merci bien, à vous. ils sont merveilleux. Et puis ils étaient là, ils n'ont fait aucune histoire. Ça a été merveilleux. Merci beaucoup. La parole est à la salle. Les questions. J'ai une question au docteur Le Cerf à propos du gluten. Je ne mange pas de gluten parce que depuis très longtemps, j'ai des problèmes digestifs. Et moi, personnellement, je ne me sens pas enfermé dans un dogme. Moi, la convivialité, avant tout, c'est avec mon estomac et mon intestin. Voilà. Alors, personne ne doit me dire que je suis enfermé dans mon régime. On m'a déjà dit que c'était une mode de manger sans gluten. Moi, c'est une question de vie. Non, mais vous avez raison d'apporter cette précision, parce que précisément, la question du sans gluten est un petit peu différente. Ce qui est une mode, c'est que certains s'inventent qu'ils doivent supprimer le gluten. Mais il y a des gens comme vous, peut-être, qui ont une véritable hypersensibilité au gluten, dont on sait aujourd'hui que c'est une maladie de cause mal définie et qui peut effectivement être très problématique, qui justifie que dans certains cas, on supprime les aliments qui en apportent. Ce n'est pas toujours le gluten qui est d'ailleurs responsable des troubles chez les gens qui suppriment le gluten parce qu'ils se disent ou ils sont réellement hypersensibles au gluten. Vous avez raison de dire que vous ne vous êtes pas enfermé, parce que là, on est vraiment, j'allais dire, à la limite de ce qui est probablement un trouble du type pathologique. Il y a des personnes qui, quand ils mangent certains aliments qui contiennent du gluten, peuvent avoir des problèmes. La question, c'est qu'on ne sait pas vraiment si c'est toujours le gluten et quel est le mécanisme. Mais c'est vrai que c'est une question qui est un peu complexe, qui a été un peu polluée par un effet de mode. Et puis les chercheurs, moi j'interviens la semaine prochaine dans un colloque très très important pour essayer de mieux comprendre, se posent des questions pour savoir chez qui, pourquoi, quelle est la cause. On a évoqué des tas de facteurs, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas encore bien connu. Mais c'est vrai que votre remarque est juste, tous les régimes sans ne sont pas des régimes anti. Non, mais bien sûr, mais... Oui, non, mais il y a effectivement... Il y a des raisons, des indications médicales au régime sans gluten, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, les gens qui ne se soumettent pas à ce régime, on a parfois du mal à les convaincre, vont mal. Une autre question, Michel. Ah oui, merci pour vos interventions. Là, il y a une chose qui est toujours frappante, c'est de voir comme la population, les gens sont enclins à suivre les gourous. Les gourous, ils fleurissent partout, on en connaît certains parmi nos collègues. Qu'est-ce qui motive cette affaire? Parce qu'on ne fait pas le poids, finalement. Très souvent, le gourou l'emporte. On voit ici à Strasbourg, il y a des congrès, des colloques sur aliments, on se nourrit différemment, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme motivation là derrière de suivre un sophiste? Il y a beaucoup de raisons, mais je pense que vous pourrez compléter sûrement. La première, c'est peut-être que la médecine elle-même n'a pas toujours répondu aux attentes. De façon corollaire, on pourrait dire aussi parce qu'on ne réussit pas à tout soigner. Et la médecine n'est pas toute puissante. Et donc, dans cette brèche
s'infiltrent en quelque sorte des gens qui disent « moi j'ai trouvé, moi j'ai la réponse, et en plus moi je ne suis pas reconnu ». Moi, on me dit que je ne suis pas un bon scientifique, et pourtant, je vous le dis, je soigne tout le monde. C'est une des premières raisons. L'autre raison, c'est peut-être que l'alimentation, c'est pas un comportement identique aux autres. C'est un comportement vital, c'est un comportement qui a été dit, ça a été dit à plusieurs reprises, qui a du sens. Et de ce fait-là, on est beaucoup plus enclin à se tourner vers des solutions alimentaires à des problèmes existentiels. Et donc, les gourous ou apparentés vont vraiment pouvoir s'infiltrer aussi dans cette deuxième brèche. Voilà, deux raisons qui me semblent importantes. Voilà. Ouais, bon, oui. Personnellement, j'ai une maladie de Crohn, donc je ne pouvais pratiquement rien manger. Mais j'apprécie quand même maintenant, depuis quelques années, ça va mieux. Et ce que je ne comprends pas, j'aurais pas envie de manger de l'ersatz. De l'ersatz, c'était pendant la guerre. Hein, de l'ersatz de steak fait avec je ne sais pas quoi. Et bientôt, c'est Noël, ça va être festif. Donc, je trouve qu'il faut en profiter et penser à des gens qui crèvent de faim. Ça aussi. Parce que ces histoires de phénomènes de mode, bon, ça me tue un peu. Voilà, merci. C'est un commentaire. D'autres questions? Oui. Là-bas. Voilà un micro. C'est une question aussi par rapport à Madame Wolf. On parle des gourous, on parle de mode. Ce qui m'intéressait dans sa démarche, elle parlait de personnes qui ont fait un itinéraire personnel et une réflexion personnelle, et à partir de là, il y a eu des choix et des pratiques. Et sur la partie sans gluten, il y avait peut-être quelque chose aussi à compléter par rapport à la question de tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce commentaire ou cette question. Oui, alors par rapport à la question du gluten, j'aurais bien aimé ajouter quelque chose en effet par rapport à cet effet de mode. En tant que sociologue, je vais éviter d'utiliser ce terme, et quand on voit justement les parcours des personnes, on se rend compte qu'elles ont toujours des explications de leur parcours alimentaire. Et elles ne suivent pas une mode. Il y a des symptômes, des signes corporels qui ne sont pas toujours reconnus par la sphère biomédicale, mais il y a des choses qui font sens pour les personnes dans leur choix alimentaire. Et le problème de parler d'effet de mode, ça stigmatise aussi des personnes qui ont fait ces choix alimentaires pour différentes raisons. Simplement, on n'a pas forcément les outils, les diagnostics médicaux pour dire si oui ou non, médicalement, ça peut être justifié ou non. Mais les personnes, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ne mangent pas de gluten, et toutes les personnes m'expliquaient de façon cohérente pourquoi est-ce qu'elles avaient fait ce choix. Et personne n'a dit que c'était pour suivre une amie qui avait essayé ça et que c'était pour suivre un effet de mode. C'était parce qu'ils avaient différents signes corporels, et qu'en général, les médecins n'avaient pas de solution, ou les médecins, parfois, malheureusement, n'avaient pas le temps de les écouter. Et c'est aussi parfois pour ces raisons-là que les personnes vont aller sur les blogs ou vont aller à différentes conférences, parce que, alors, je ne critique pas du tout les médecins, mais c'est plutôt le système qui fait que... Surtout pas. Hein. Non, absolument pas. C'est pas du tout mon objectif, mais le système qui fait que les temps, parfois, passés avec les patients ne permettent pas de passer assez de temps et d'écouter les récits, les parcours de vie, et qui font que les personnes, après, vont aller sur les blogs ou vont aller vers d'autres personnes qui sont passées par là, qui sont passées par ce parcours-là, qui ont trouvé des solutions et qui sont à même de les écouter ou de donner justement des marches à suivre pratiques. Donc voilà, c'est simplement... Oui, je crois que c'est aussi un peu une mise en cause de ce qu'on appelle l'expertise. De façon générale, les médecins détiennent une part d'expertise, et aujourd'hui, la tentation, c'est de mettre en cause l'expertise, d'aller vers d'autres solutions alternatives. Et je crois que vous voulez dire quelque chose. Oui, je voulais amener un regard complémentaire sur le gluten. En fait, effectivement, l'expérience de chacun, dans tous les sens, est légitime.
moi, je voudrais témoigner du moment où justement on passe de l'expérience à effectivement l'influence, c'est-à-dire sous influence d'une mode ou sous influence de... j'ai fait des centaines de fois un atelier sur la découverte des céréales, et dans cet atelier, je fais souvent des choses que les gens ne connaissent pas bien. Donc, je montre comment cuisiner du sarrasin, je montre comment cuisiner du millet. Donc, en botanique, c'est pas vraiment les céréales, mais c'est quand même une famille nutritionnelle assez cohérente. Et puis, on fait des préparations avec de la semoule de maïs, de la polenta, une association de riz-lentilles, et puis une petite préparation de flocons d'avoine. En fait, sur tout ce cours-là, il n'y a pas de gluten. Et j'ai des gens qui viennent à ce cours qui sont des gens qui se défendent d'avoir une intolérance au gluten et qui me disent à la fin du cours « Mais vous ne faites pas des cours sur le sans gluten ?» Totalement déconnecté en fait de l'expérience qui leur est proposée, où il y a plein de solutions avec en plus des recettes déclinables. C'est pour dire voilà, après... Évidemment que les allergies sont une réalité, mais souvent par rapport aux intolérances, moi je trouve qu'il y a un gros problème, et notamment dans les influences, avec le mot intolérance. Souvent je me retrouve à dire dans un cours de cuisine aux gens, mais vous savez, quelqu'un qui est intolérant que vous rencontrez dans la rue, vous allez chercher des arguments pour le rendre à nouveau tolérant. Je ne sais pas, quelqu'un d'extrême, vous auriez envie qu'il redevienne tolérant. La question d'une intolérance, c'est ça, c'est quelque chose qui est constaté, et l'idée, ce serait plutôt de redevenir tolérant plutôt que de s'enfermer dans une négation de ce qui a été identifié comme négatif. On est dans l'éthique, là. On est dans l'éthique. Question ? C'est juste une réflexion par rapport au terme intolérance, parce que moi j'ai été diagnostiquée maladie cœliaque et on m'a toujours dit c'est une intolérance au gluten. Et c'est vrai. Maintenant tout le monde est intolérant. Mais oui, bien sûr. Mais dans ce qu'a dit Gilles Davot, il y a un petit hiatus. Il a parlé d'allergie d'intolérance. L'allergie d'intolérance, ça n'a rien à voir. C'est des choses totalement différentes. La maladie cœliaque est une intolérance au gluten. La seule façon de la traiter à ce jour, peut-être qu'avez-vous une maladie cœliaque, je ne sais pas, la seule façon de la traiter à ce jour, c'est de supprimer totalement le gluten. Et c'est difficile de supprimer totalement le gluten, parce qu'il y en a partout. Quand vous mangez votre rondelle de saucisse, il y a du gluten dedans. C'est vrai qu'il y a plusieurs maladies, et donc c'est un peu compliqué. Il y a l'intolérance au gluten qui porte mal son nom, qui devrait s'appeler une maladie immunoallergique, parce que c'est ça. Et là, effectivement, il ne faut pas du tout de gluten. Il y a les gens qui sont hypersensibles au gluten, où là, c'est une question de dose, et donc c'est pas du tout la même pathologie, et donc il faut faire la différence. Mais bon, on pourrait parler longtemps du gluten, c'est un peu Professeur complexe. Chiinger, je crois que souvent, c'est Yves-Lise, je pose la question. Souvent, on s'est posé la question en réunion, en préparation, en comité, et vous avez répondu par des chiffres, en fait, un pourcentage de la population. Quel est ce pourcentage de la population véritablement? Alors, il est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer parce qu'on a des moyens diagnostiques différents, là aussi. Avant, le diagnostic était purement clinique, sur des signes cliniques, essentiellement digestifs, sur des signes de dénutrition. Aujourd'hui, le diagnostic est plus biologique. Et si on s'en tient au diagnostic biologique, on a à peu près 0,5% de la population qui est intolérante au sens immunoallergique au gluten. Et depuis moins d'une dizaine d'années, 5-6 ans, on nous suggère qu'il y a des gens qui sont hypersensibles au gluten, c'est ce que tu disais, c'est une question de dose, et cette hypersensibilité au gluten, on ne sait pas ce que c'est. On n'a aucun moyen diagnostique objectif, pas biologique en tout cas. On est obligé de tenir compte de ce que racontent les gens. Or, les gens racontent effectivement des choses parfois bizarres. Et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure qu'un certain nombre de vos patientes ou patients, enfin pas patientes, sujets d'interview disent que les médecins ne les écoutent pas, mais c'est que les médecins n'ont pas de repères dans ce domaine. Et c'est que depuis quelques temps, 5-6 ans, une étude australienne là, qui a montré qu'il y a des gens qui bénéficient d'un régime sans gluten alors qu'ils n'ont pas de maladie cœliaque. Donc on est là dans une mouvance un petit peu, alors ça on ne sait pas du tout combien ça fait, sans doute moins de 1% de la population. C'est pour ça que je trouvais intéressant de donner ces chiffres, parce qu'on pense que c'est beaucoup plus. Oui, par rapport à la maladie cœliaque aussi, c'est intéressant de voir que, alors aujourd'hui on est entre 0,5 et 1%, mais avant 2004, on pensait que c'était une maladie rare qui touchait moins d'une personne sur 2000. Donc en 10-15 ans, même par rapport à la maladie cœliaque, on a beaucoup changé. Et pareil pour l'hypersensibilité, c'est seulement depuis 2012 que c'est vraiment reconnu comme plus ou moins une catégorie qui est encore très controversée, mais qu'on en parle et qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Et c'est juste que pendant très longtemps aussi, il n'y a pas eu de recherche. Et donc, si on n'a pas encore
Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet, juste pour vous répondre. Les gens qui ont une maladie cœliaque aujourd'hui, d'un point de vue biologique, n'ont pas de manifestation. Oui, pas toujours. Alors, Effectivement, il n'y a pas de raison, a priori, de les traiter. Et le problème est de savoir s'il faut traiter des signes biologiques, des atteintes à la présence d'anticorps, antiglutaminases, etc., ou pas. Donc, on est vraiment là confronté à un carrefour qui est difficile à trancher. Absolument. Faut-il traiter des malades ou faut-il traiter des gens qui sont peut-être, potentiellement malades? On va peut-être s'arrêter là dans ce domaine, parce que sans cela, tu es d'accord, Ouais. on se perd. Avez-vous d'autres questions? À votre avis, quel est le médecin qui doit parler des aliments avec son malade? Est-ce que tous les médecins doivent parler? Est-ce que c'est les médecins des familles? Est-ce que c'est les gastro-entérologues? Est-ce que c'est les chirurgiens qui vont l'opérer? Quel est le médecin? Parce que ça, c'est un doute que j'ai. Moi, j'ai une réponse. Moi, je suis médecin et je parle toujours avec mes malades de l'alimentation, mais je vois beaucoup de médecins qui font rien d'attention à Mais l'alimentation. c'est les professionnels de santé, parce que la nutrition, l'alimentation, ça fait partie de la santé. Oui, mais Et parfois, donc, ce sont je les pense- professionnels de santé, Oui, y mais compris le parfois, médecin de famille, bien oui, sûr. Mais parfois, je pense que les médecins ils parlent beaucoup des médicaments, mais qu'ils ne prennent pas beaucoup attention à Non, mais l'alimentation. vous avez raison. Alors, je vais répondre, parce qu'à la question précédente de monsieur, je ne peux pas répondre, parce que monsieur ne veut pas qu'on réponde. Ah non, manifestement, vous nous provoquez et vous n'êtes pas du tout dans un dialogue. Par contre, pour monsieur, vous posez une question très intéressante. J'étais hier à un colloque international à Lyon où on s'est beaucoup intéressé sur cette question. En fait, comme le disait le professeur Jean-Louis Chinger, la nutrition intéresse tous les médecins, mais pas que les médecins d'ailleurs, tous les professionnels de santé. Je précise aussi qu'il y a une profession de santé qui est spécialisée dans la diététique, qui est les diététiciennes, et qui sont particulièrement habilitées, par exemple, pour conseiller quelqu'un qui doit réduire ses quantités de gluten, voire les éliminer. Ensuite, effectivement, les médecins ne sont pas toujours ouverts, n'ont pas toujours le temps, mais ils ont vraiment une mission importante. Il faut qu'ils continuent à travailler là-dessus. Il faut qu'ils interrogent leurs patients sur leur alimentation, et ce sont des acteurs de santé et de prévention très importants. Alors, il y a juste une remarque. C'est pas une question, c'est juste une remarque. Oui, bonsoir. J'ai récemment parcouru un livre qui indiquait une comparaison entre les différentes cultures, et ils avaient fait une analyse entre le manger en France, aux États-Unis, en Allemagne, aussi en Italie, et qui faisait la remarque qu'en France, ce qui était mis en valeur dans le manger, c'est le fait de se retrouver, du plaisir de manger ensemble, dont parlait le professeur Le Cerf, et qu'aux États-Unis, la culture marquait davantage la responsabilité individuelle vis-à-vis de la santé. C'est-à-dire qu'on était responsable de ses choix alimentaires, et que si finalement on était malade, d'une certaine façon, on en était peut-être un peu responsable. Et je me posais la question si ces nouveaux courants alimentaires n'avaient pas un peu une origine de culture, on va dire, plus américaine par rapport à cet aspect de responsabilité. Vous avez tout à fait raison. Ce livre, je connais très bien, puisqu'il a été écrit par Claude Fischler, qui a comparé effectivement les modes alimentaires américains, français et d'autres pays encore. Et il y a vraiment des différences importantes sur l'approche que ces peuples ont de l'alimentation. C'est en train d'évoluer, puisque vous savez qu'en général, tout ce qui vient des États-Unis vient chez nous. Et effectivement, il y a une imprégnation de cette culture anglo-saxonne, c'est-à-dire individualiste et sanitaire, qui est en train d'arriver chez nous, avec des côtés positifs et des côtés négatifs qui ont été évoqués ce soir. Très bien, merci beaucoup à tous d'avoir participé avec passion.